Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Stéphanie Grillon qui est responsable MOA à l'Auxiliaire et avec qui j'ai particulièrement apprécié cette discussion. Je vous laisse écouter tout ceci maintenant. When I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Stéphanie Grillon, responsable de la division MOA chez l'Auxiliaire. Bonjour Stéphanie. Nous allons aujourd'hui parler ensemble de projets informatiques et particulièrement de pilotage d'équipe. Alors avant de rentrer dans le sujet, on va passer par un petit retour en arrière et Stéphanie, j'aimerais bien que tu me parles de ton premier projet informatique. Bonjour Philippe. Mon premier projet informatique remonte à une petite vingtaine d'années et c'était la mise en place de la trésorerie chez Arjowiggins, groupe Canson à Rives et à Annonay. Je m'en souviendrai souvent parce que je ne connaissais ni le produit, ni la trésorerie, ni la gestion de projet. J'avais un passif de contrôleur de gestion et de trésorière et j'ai fait mon premier projet comme j'adorerais qu'on le fasse aujourd'hui, c'est-à-dire ma bataille, c'est à la n'importe quoi, au feeling. Donc, on a mis la trésorerie, ça fonctionne. J'ai gardé 10 ans de relation avec ce client. Chaque fois que j'y allais tous les mois, j'avais mon café, mon petit gâteau, donc je pense qu'on s'en est pas si mal sorti. Bon, t'as gardé un bon souvenir en tout cas. Super souvenir. Bon, en parlant de ça, j'aimerais bien que tu nous prépares un petit résumé de ton passé, un petit peu voir un petit peu quels sont les jobs que tu as pu faire, quels sont les domaines de compétences dans lesquels tu t'es éclaté, et puis comment t'en es arrivé là, et puis comment t'en es arrivé là aussi particulièrement dans l'Auxiliaire. Oui, Philippe, pas de souci. Moi, je suis de formation droit, finance, gestion. Je m'étais orientée vers un métier de contrôleur de gestion. T'as bien fait de pivoter. Je t'en remercie. Et j'ai commencé dans une SS2I et j'ai commencé à piloter des projets avec pour la SS2I sur la gestion des bases Oracle, des licences, des choses comme ça. Et j'ai pris un virus, c'est peut-être pas le bon terme, mais je suis tombée du côté obscur. Et j'ai vite compris que pour être un bon contrôleur de gestion, il fallait maîtriser à la fois les outils et à la fois la techno. Donc, quand il y a eu les bascules à l'euro, mon prestataire informatique qui m'a proposé une facture indécente pour migrer ma compta, je lui dis si je fais tout seul, on fait un pari. Donc, j'ai fait la migration seule, j'ai gagné le pari et il m'a embauché. Et donc, depuis, tu as basculé en informatique. Et depuis, je suis restée du côté obscur. Oui, du côté obscur. Mais non, c'est le très bon côté, l'informatique. Tout se passe là. Alors, une informatique plutôt très applicative et plutôt orientée à métier. Après, de par mon parcours professionnel, donc j'ai fait beaucoup d'intégration de logiciels dans des petites entreprises, dans des très grands groupes, en international, en anglais. Ça a été extrêmement passionnant et enrichissant. J'ai beaucoup appris sur la partie technique. J'ai pris des cours sur la partie technique. Et puis après, un jour, j'ai rencontré Denis Tomasicchio, qui est aujourd'hui DSI chez Elevance, qui m'a proposé de le rejoindre chez CGECO, qui s'appelle Groupe Implied maintenant. Et là, j'avais plus un poste responsable applicatif RSI. Donc, j'ai appris plein de choses. Et c'est là que nos destins se sont croisés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et c'était pas vraiment les sur meilleurs... un projet qui prenait l'eau. C'est ça. Et on prenait bien l'eau. Mais la preuve, c'était un bel exemple parce que quand un projet prend l'eau, si on travaille ensemble et dans le même sens, on s'en sort toujours. Donc voilà, c'est un peu mon parcours. Aujourd'hui, je me vois pas retourner du côté finance et contrôle de gestion et j'aime l'informatique, j'aime la techno et j'aime ces aventures de projet. Et donc du coup, maintenant, depuis presque un an, donc tu es chez l'Auxiliaire en tant que responsable MOA. C'est ça. Ça parle beaucoup. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, alors je pense que la majorité des gens qui écoutent notre podcast sont des gens un peu techniques, est-ce que tu peux nous dire quel est le job, quelle est la responsabilité d'une personne de chez la MOA ? Donc la MOA, elle a 3 grands axes. Le premier grand axe, c'est déliner le plan stratégique d'une entreprise en plan opérationnel. C'est-à-dire faire un peu la traduction de la direction générale en objet opérationnel avec un plan projet, des délais, des jalons, des technos. C'est avoir un fil conducteur de la technologie et de l'informatique, c'est-à-dire garder une adéquation permanente. Le deuxième lien, c'est d'avoir des outils qui correspondent aux besoins métiers, et pas pour le plaisir de se faire plaisir. Si on a des gens du technique, des fois... En tant qu'informaticien, on aime bien se faire plaisir. On se fait bien plaisir, des fois, avec des super technos, des trucs, et puis on sait très bien que ça sert pas forcément à grand-chose, des fois. À se faire plaisir. À se faire plaisir, c'est important. Voilà, décliner le besoin métier, faire en sorte qu'il soit satisfait en adéquation, et puis accompagner un peu cette transformation digitale de cette belle maison qu'est l'Auxiliaire.
Donc, l'AMOA de l'auxiliaire a un rôle un peu transverse. Il n'y a pas que de l'IT. Dans une AMOA, il y a de l'accompagnement au changement, l'organisation, même si c'est des grands mots. Sur un projet, c'est très, très important. On peut avoir le meilleur produit du monde. Si on n'a pas accompagné et pas fait adhérer les équipes, ça ne fonctionne pas. Sachant qu'en plus, la MOA à l'auxiliaire, c'est plutôt quelque chose de récent. C'est quelque chose de récent. Ils ont fait une première expérience. C'est neuf. Moi, ce que j'ai adoré, c'est mon accueil. C'est en gros, tu sers à quoi ? Ça a été un peu ça, donc il a fallu expliquer à quoi on servait, faire ses preuves. Je dois avouer que l'accueil était plutôt positif et que les gens jouent le jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, au quotidien, donc tu as une équipe de 7 ou 8 personnes, c'est ça ? Ouais, on est 9. On est 9, ça commence à faire. Oui, une belle équipe. Une belle équipe, comment fais-tu pour les animer ? Enfin, c'est quoi le quotidien finalement d'une directrice MOA ? Alors, à l'auxiliaire, on va dire, parce que ailleurs c'est peut-être différent. La vraie difficulté, c'est que j'ai des profils très différents et très hétérogènes. Des gens beaucoup qui viennent du métier, mais c'est aussi la valeur du métier. Des gens qui n'ont pas forcément fait de projet et qui n'ont pas forcément de culture informatique. Donc, j'ai un peu tous les profils. Donc, le vrai défi aujourd'hui, ça a été, sur la première année, de mettre une méthodologie simple et efficace en place. C'est-à-dire que... Parce qu'autant on peut se faire plaisir sur la technique, autant dans les divisions MOA, on peut se faire aussi plaisir sur le process. C'est ça. Alors, il ne fallait pas que le process tue le projet. Donc, il fallait trouver un degré de pilotage en adéquation avec le besoin de l'entreprise, notre besoin et ce qu'on était capable de faire. Donc, on a mis un petit pilotage fin, même si je sais que pour les équipes, parfois, c'est un peu pesant. On a fait un plan projet, on est en train de le jalonner et on ordonnance les choses, on a mis des process. Mon quotidien, c'est deux aspects. C'est à la fois ces projets sur le long terme qu'on tire sur du long terme avec des jalons et des partages avec... Qu'on essaye de respecter. Qu'on essaye de respecter avec des équipes informatiques, développement que j'adore. Mais il faut caler ça. Du travail de fond et de l'accompagnement utilisateur. Et une belle équipe à manager, à faire grandir. Et je suis très contente du fait qu'ils aient bien grandi et qu'ils nous suivent sur ces aspects-là. Et du coup, tu parlais de support utilisateur. Aujourd'hui, ça représente une grosse partie de ton activité, de devoir, enfin la MOA en tant que telle, de devoir aider les utilisateurs sur le déploiement d'outils, sur des problèmes utilisateurs, ce genre de choses. Alors, au début, à la MOA, on lui donnait un peu tout. Oui, c'est un vrai outil. Donc, la MOA, chez nous, a une particularité un peu d'exploitation quelque part, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on suit jusqu'au bout avant de transmettre à d'autres personnes. Donc, par rapport à ça, pour passer le cap, on s'appuie sur des référents QDD et MOA, alors qualité de données, parce qu'en assurance, on a beaucoup cette notation, qui vont prendre le relais. Mais oui, il y a beaucoup d'accompagnement, de support, de formalisation. Faut savoir que le SI a 30 ans, qu'ils ont toujours fait d'une certaine façon, qu'il y a un vocable. Donc, il y a eu toute une... C'est vrai que l'auxiliaire, c'est une vieille maison, pour le coup, qui a beaucoup d'expérience. C'est une mamie qui danse le twist, j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire que c'est une vieille dame, mais qui a plein de choses et qui bouge pas mal. Donc, on a défini le vocable, on a défini les points communs, on définit les besoins. Ça, c'est un vrai travail. On accompagne et on essaye de construire au fur et à mesure les étapes. Et du coup, en termes de construction, dont tu en parlais tout à l'heure, tu dois essayer de retranscrire la demande métier, si je puis dire, en quelque chose qui soit informatisable. Comment ça se passe au quotidien à l'auxiliaire ? Comment vous faites pour travailler sur ces sujets ? Donc, en plus de reconstruire un besoin métier, il faut être en conformité avec la vision de direction. Donc, le besoin métier, on fait des ateliers, on essaye d'échanger, on essaye de comprendre, on joue à vie ma vie. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple des fois, de leur dire, montrez-moi comment vous faites, montrez-moi où est le problème, montrez-moi où est le souci, qu'est-ce que je peux améliorer. Et puis, ça a été de donner le droit à la parole à ces gens-là. Parce qu'ils n'osent pas poser de questions. Ça fait 30 ans qu'ils font comme ça et qu'ils ne posaient pas forcément de questions. Donc, le fait d'amorcer ça, de leur donner confiance sur le fait qu'ils pouvaient poser des questions, ça a été bien. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers, de construction, on joue un peu à ça. Donc, ça permet de caler un besoin. Après, on le raccorde avec la vision direction générale pour l'établir dans un plan. Et on essaye d'évoluer sans rupture. Alors, on essaie de faire une évolution sans faire de rupture et sans perdre les gens. Parce que c'est rapide de perdre des gens sur des nouveaux outils comme ça, de le déployer. C'est super facile de perdre les gens. Passer d'une technologie AS400, des écrans noirs et verts, à une technologie full web, oui, c'est simple. Mais on a plutôt des gens qui s'accrochent et qui se posent des questions et qui essayent. Et du coup, en termes de formalisme, est-ce que vous êtes plutôt une entreprise qui formalisait beaucoup les choses avec beaucoup de rédactions de spécifications ou tu aimerais qu'il y en ait plus, peut-être moins ? Comment ça se passe ? Alors, il n'y a aucun formalisme. Il n'y a pas beaucoup de compte rendu quand je suis arrivée. On essaye de mettre un formalisme en place. Alors, c'est pareil, entre des specs aux petits oignons, effet tunnel, où mes 6 mois allaient sortir,
et des développements. Donc, on essaye d'avoir une certaine agilité avec nos développeurs préférés. On fait des specs fonctionnels, ils font une partie technique, donc on partage, on échange, et ça se passe beaucoup dans la co-construction et les échanges. On a beaucoup on pose les fondamentaux quelque part, ils proposent une techno, et après on fait un lien permanent et on construit comme ça. Excuse-moi Philippe, avec des ateliers utilisateurs pour valider chaque process, évidemment. Donc en fait, on a un effet entonnoir. On va du plus large au plus fin et on essaye de construire. Donc vous travaillez majoritairement en méthodologie agile? On essaye. Une forme d'agile, comme tout le monde dit. Alors, l'agilité, elle n'est pas au sens développement du terme, mais on essaye. On veut, sur les technos, pour aller vite, on veut faire des runs de 3 semaines maxi pour valider des petits points et construire. Parce que quand on laisse traîner les choses, c'est compliqué de faire réadhérer, c'est compliqué de faire évoluer. Donc, il vaut mieux faire des petits pas tous les jours qu'un grand pas une fois. Surtout quand on veut aller vite et qu'on veut être efficace, c'est compliqué de faire des grands sprints comme on a pu le faire dans le passé, quoi. Surtout qu'on a X sujets, Philippe, on n'a pas qu'un projet, on a X projets. C'est combien de projets en parallèle actuellement aujourd'hui ouverts dans le portefeuille de l'AMOA? Ouvert. Actif, allez, juste actif. Actif. Selon notre direction générale, je vais dire, notre directeur général dirait 66 aujourd'hui, actif bien avancé, on a une 50aine. Ouais, ce qui fait énorme, quoi. Ramener à 9 personnes, ça fait au moins 5-6 projets par personne. Oui, sachant qu'ils n'ont pas tous la même taille, pas tous les mêmes choses. Mais par exemple, en termes d'agilité, en 3 semaines, on a pu déployer une solution d'assemblée générale numérique en pleine période de confinement. Sur des choses simples, on sait aussi y aller assez vite. Et donc, on a un peu parlé de la phase, la spécification, la manière dont vous récupérez le besoin, un petit peu la partie développement. Comment ça se passe aujourd'hui, la phase de test, de recette? Comment vous assurez qu'il n'y ait pas de régression, ce genre de choses? Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est un très beau sujet. Je te vois sourire. Je souris évidemment, mais la question c'est... Alors, effectivement, à l'auxiliaire, et comment toi, t'aimerais que ça se passe et comment ça a pu se passer dans d'autres clients aussi, potentiellement? Alors, à l'auxiliaire, c'est quelque chose de nouveau. La notion de recette, ça a toujours été quelque chose qui a existé, mais tracer sa recette, la formaliser, c'est quelque chose de nouveau et c'est une bataille de tous les jours. Ah ouais, mais Stéphanie, tu vois bien, j'ai fait le tableau, là, ça devrait le faire. Ouais, sauf quand on recherche 2-3 mois après, si le problème, il était déjà là ou pas là, on a beaucoup de mal. Donc, on a fait un tableau de recettes assez simple et on a essayé de formaliser nos recettes. Deuxième point, on a joué sur les TNR, les tests de non-régression. Alors ça, c'était complètement nouveau. Demander des cas de tests de non-régression, valider les cas de non-régression. Alors ça, c'était... tout était fait à la main. Il n'y avait pas d'industrialisation de ce type-là. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place et j'en suis fort contente. Et on l'a mis en place aussi au niveau de l'éditique. On a beaucoup d'éditique dans le monde de l'assurance et toute l'éditique était recetée à la main. C'est-à-dire visuellement. J'imprime tout, surtout, et puis à la main, je compare. Donc, ce qu'on a mis très vite en place, c'est des comparateurs de PDF, des comparateurs. Donc, on a industrialisé déjà nos recettes, on les a tracées et on travaille sur les TNR. Moi, mon rêve absolu, c'est que tout ce qui soit TNR, puisque je peux en profiter, Philippe. Bien sûr. Tout ce qui est TNR, c'est qu'on l'industrialise et qu'on le formalise. Ça, c'est plus on aura de TNR, moins on aura de risques de non-régression, surtout sur des applications qui sont très évolutives et qui ont des enjeux complexes et qui ont des enjeux financiers, juridiques qui sont... Voilà. Donc ça, c'est important. Avant chaque mise en prod, maintenant, on passe des TNR. Donc ça, je suis contente, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Et sur les recettes, je pense que les équipes ont assimilé la méthode. Il y en a qui adhèrent plus ou moins. On y arrive. Et c'est marrant parce que maintenant, ils me parlent de cahier de recettes, de jeux de recettes. La traçabilité est encore difficile en termes de matérialisation, mais c'est bien engagé et c'est fort appréciable. Aujourd'hui, c'est quoi qui est le plus dur dans ton quotidien, dans le management de l'équipe, dans la gestion des projets, dans la relation avec la direction? Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui quand on est responsable MOA d'une grosse mutuelle? Ce qui est compliqué, c'est... Parce que j'imagine que les journées sont longues. Oui, mais comme de partout. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir le sentiment de satisfaire la direction, c'est-à-dire d'avancer. Parce que si on travaille, c'est pour nos sociétaires, c'est pour montrer des choses qui fonctionnent. Donc, c'est d'avancer suffisamment vite pour avoir des résultats, pas trop vite pour pas perdre les équipes, que ce soit les équipes MOA, les équipes métiers, et avoir construit des fondations suffisamment solides pour pas rater des étapes et pas avoir un chaton de cartes qui s'écroule. Donc, c'est toujours un jeu d'équilibre entre il faut que ça sorte parce qu'il y en a un besoin et que c'est important. Mais en même temps, il faut que je garantisse que l'existant ne tombe pas. Il faut que je m'assure que les piliers fondateurs soient là et que j'avance pas trop vite. Et c'est pas simple, même si on est motivé et qu'on a plein d'envie, c'est plus compliqué de dire non que de dire oui, même si on a l'envie.
Ouais, puis surtout, j'imagine que le rôle de MOA, c'est à la croisée de tous les services de l'entreprise. Donc, c'est pas évident, quoi. Il y a une part un peu politique, même si c'est pas forcément le bon terme, mais de croiser les différents points de vue, d'essayer de trouver le chemin médian entre tout ça, quoi. C'est une adaptabilité permanente en fonction des priorités de la direction. On a la chance d'avoir un directeur général adjoint qui est très investi à nos côtés, donc qui arbitre rapidement, et les arbitrages peuvent changer assez rapidement également. Donc on s'adapte, on change, on a l'adaptabilité, mais l'idée c'est, moi mon rôle en tant que responsable, c'est de ne pas perdre mes équipes. C'est de leur donner un rail, un chemin et de ne pas les perdre. Maintenant, le chemin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a des gares, on a des aiguillages, on change, on ajuste. On a des confinements. On a des confinements, on a des déconfinements. Je sais que ça vous a beaucoup occupé ces derniers temps. Ah bah oui, ça a été un gros challenge. Le côté très positif, c'est que ça a permis de rapprocher l'équipe informatique, exploit, infra, réseau de la MOA. Ça a été un vrai partenariat. Ça, on a pris nos mesures et ça a permis d'apprendre beaucoup. Ouais, ça a permis de souder les équipes. D'accord. Ça, c'est vraiment le côté positif et de savoir quel était le rôle. Alors, l'AFRA a un peu débordé sur nous, on a un peu débordé, on a trouvé nos lignes de conduite. Ouais, et c'était... on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Je trouve que ça a renforcé les équipes. C'est un beau message, alors, tout ce qu'il faudra refaire. Sans confinement, le deuxième confinement de la fin de l'année. On l'a anticipé, Ouais, tu l'anticipes, celle-là? Celle-là, je l'anticipe. Non, parce que, pour revenir à nos projets, le confinement, on a mis un point d'arrêt. C'était juste parce qu'on a mobilisé nos équipes sur autre chose. La MOA a accompagné le télétravail ou le travail à domicile. Mais là, on a repris et effectivement, c'est compliqué de faire réadhérer les équipes métiers, de reprendre les choses. Donc, on s'adapte. Notre MOA, qui avait plutôt un rôle très de proximité en one-to-one, d'échange, là, un peu de techno, un peu d'outils. Maintenant, il ne faut plus leur enlever leur Teams, leur Trello et leur tableau. On a fait un bond de 10 ans en avant dans le... Je sais pas, mais on avance. On essaye, tout du moins. Alors moi, je suis de l'autre côté de la barrière, évidemment, parce que je suis prestataire informatique et nous, on fait des développements sous ordre de la MOA. Quels conseils tu pourrais donner à des prestataires informatiques ou à des gens même du métier pur de la technique pour bien travailler avec une MOA, pour avoir une bonne relation saine avec ce genre de service? Alors, ne pas leur dire qu'ils comprennent rien à la technique, ça c'est la première base. C'est la base. Le côté un peu prétentieux de l'informaticien. Ouais, non mais c'est bon, vous êtes des fonctionnels, vous comprenez pas. Non, pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut travailler en confiance et en collaboration et en co-construction sur l'échange. C'est-à-dire que nous, on a trouvé un mode de fonctionnement. Moi, je me mêle pas des choix techniques. Je demande les choses, on me les explicite. Comme les techniciens se mêlent pas des choix fonctionnels, ils posent des questions et il y a une espèce d'auto-challenging entre nous. Alors pour nos auditeurs, il faut quand même comprendre que Stéphanie a quand même un background technique et comprend très bien les choix techniques. Je te remercie. Non, mais on va pas sur la place de l'autre, mais quelquefois on se pose des questions et ce qui permet en toute confiance de se poser les bonnes questions, de permettre de construire sur des choses sur lesquelles on n'a pas compris. Je pense que pour que ça marche, il faut qu'on travaille en confiance et qu'on travaille main dans la main, sinon on n'y arrivera pas. Après, pour que ça marche bien aussi, il ne faut pas que la MOA se raconte que les choses sont super compliquées. Il faut un peu de pragmatisme et simplification. Et il faut aussi que la MOA, des fois, elle fasse le lien entre la traduction entre le besoin et la technique. Voilà, c'est un peu la complexité. Et sur les développeurs, juste accepter que des fois, les plus beaux trucs techniques, les plus merveilleux du monde, les plus belles technos, le besoin utilisateur, il n'en a pas forcément besoin. Il en a même rarement besoin. Même si c'est magique, on est d'accord. Même si c'est cool. Mais il faut rester un peu humble sur ces sujets-là. On va passer un petit peu à la partie conclusion. Moi, j'aimerais savoir s'il te reste encore, alors après, ça fait presque 20 ans, c'est ça que tu travailles maintenant dans le domaine de l'informatique? Je te remercie, oui, c'est ça. Mais je m'en rapproche, j'avance petit à petit. Est-ce que tu as encore un rêve? Alors, je vais pas forcément te dire un rêve technologique, mais un rêve d'un projet, fantastique, un rêve... Ouais. Vas-y, raconte-moi. J'ai le rêve qu'on a touché du bout des doigts tous les deux il y a quelques mois. Moi, je partirais bien sur un projet full techno qui permet de servir le bien commun, on va dire. On avait eu un projet pour une ville de mettre en relation des associations et des entreprises pour faire une sorte de partenariat ou des choses comme ça. J'aimerais mettre ce service de la technologie, de l'informatique au service des autres, rendre la vie plus simple. D'accord, c'est vraiment dans le sens du projet que tu mettrais dans le projet ou dans l'équipe avec laquelle tu travaillerais, quoi.
En fait, la techno, elle évolue tout le temps, Philippe. Donc, je suis bien placé pour le savoir. On a la chance de profiter de cette technologie et de vivre les évolutions. Donc, ça, de fait, on évolue là-dessus. Mais ce qui est important dans un projet, c'est qu'il ait un sens. Et si on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, c'est plus compliqué. Et les journées sont longues. C'est ça. Donc, on essaye de mettre du sens. Et voilà, mon rêve, c'est ça. Donc, de peut-être toucher un peu un incubateur. Demain, monter un incubateur sur 2-3 sujets. De faire évoluer certains jeunes qui pensent que certains métiers, ils ne les connaissent même pas. Je pense que ça peut être vraiment enrichissant. Et qu'on ne s'oriente pas que sur la partie technique, mais qu'on n'oublie pas tout ce qu'il y a autour. Et à quoi ça peut servir ? Toutes ces technologies, quoi. La technologie, elle doit être au service de l'humain et du besoin, et pas l'inverse. Et ce qui me fait peur, certaines fois, c'est que sur des technos, on oublie le sens, le besoin et l'idée. On a une révolution technologique en marche. Alors, comme chaque révolution, il faut se projeter un peu, mais c'est ça qui est intéressant. C'est d'emmener les gens et pas les laisser sur le bord de la route. Alors, 2 questions pour terminer. Parmi ces termes, est-ce que tu peux me donner une définition l'un d'entre eux ? Alors, je vais te donner 4 termes, et je voudrais que tu en choisisses un et que tu me donnes ta vision. Alors, pas forcément la définition Wikipédia, mais bien quelle serait ta définition de ça ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne technologie ? Qu'est-ce que serait un bon projet ? Qu'est-ce que serait qu'un bon développement ? Ou qu'est-ce que serait qu'un bon développeur ? Ah, je vais prendre le bon développeur. Allez, c'est parti. Le bon développeur, c'est celui qui arrive à lire entre les lignes des choses qu'on n'a pas spécifiées correctement, qui comprennent... Ouais, mais ça, c'est un rêve de la MOA, ça. Non, un bon développeur, c'est quelqu'un qui livre un truc qui marche et qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qui arrive à traduire dans la technologie ou dans le développement le besoin qu'on a spécifié. Il y en a très peu de ces bons développeurs et c'est rare. On a des développeurs, quand ils nous livrent des choses, on sait que ça sera nickel, quoi, que ça correspondra. Alors, il y a toujours des ajustements, mais c'est parce qu'on les a mal spécifiés ou qu'on s'est mal compris. Et on en a des bons développeurs. Et il y en a beaucoup chez Axopen, des bons développeurs. Ça, c'est un bon développeur pour moi, avec qui on arrive à avoir un vrai échange et qui pose des bonnes questions et qui nous dit pas, mais vous n'en avez pas besoin de ça, voyons, madame. Voilà. Ça, c'est vrai que malheureusement, on a ce travers de développeur de dire mais non, je vais t'expliquer de quoi tu as besoin. C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de développer cette fonctionnalité. Ouais. Et là et moi, c'est travers aussi, dans l'autre sens. Je partirais peut-être sur un bon projet. Ah, tu veux me faire 2 définitions ? Bah vas-y, alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet ? Elle me dit pas un projet qui respecte le planning et le budget. Non. Parce que je sentais que tu allais me dire ça. Alors, un bon projet pour une OMA ou pour un client ? Pour un client. Un bon projet pour un client, c'est il a un besoin, on a répondu à son besoin, on n'en a pas fait plus qui sert à rien, pas moins, et on lui explique pas comment il doit travailler autrement parce qu'on n'a pas été foutu de livrer un truc qui fonctionnait et dans les temps. Par contre, un bon projet pour un client, c'est aussi une techno adaptée qui répond à un besoin. On n'a pas perdu de personne. On a réussi à les faire évoluer, à valoriser leur travail, à donner de la valeur, à les aider à se projeter avec un vrai accompagnement, en respectant quand même, Philippe, je suis désolée, un coût et des... Oui, c'est mon travers de prestataire, ça. Voilà, je suis désolée. Après, un bon projet côté développeur, je pense, c'est quand c'est bien fait plaisir avec une bonne techno. Voilà, c'est ça. Et quand il n'y a pas de bug après. Et que surtout, personne ne nous appelle en termes d'exploit. Et un bon projet, allez moi, c'est quand on arrive en bout de course, que tout le monde est content et que finalement on se dit... c'était pas mieux avant, quoi. C'est une belle définition. Et on finira juste pour... est-ce que tu peux nous donner un conseil pour nos auditeurs qui nous écoutent ? Alors, des gens qui voudraient peut-être s'orienter dans la MOA ou peut-être s'orienter dans ce genre de métier-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? C'est passionnant. Chaque jour est différent. On fait le lien entre les utilisateurs, les métiers et les développements. Chaque jour est différent, chaque projet est différent. On évolue avec la techno, on touche du technique, du fonctionnel, on découvre plein de métiers. Il n'y a pas un jour où on s'ennuie. Donc, si on a envie d'aventure, d'apprendre plein de nouvelles choses... Et un peu de stress aussi. Ah ouais, beaucoup de stress. Donc après, il y a le chocolat ou la course à pied, il faut choisir. Mais c'est passionnant. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, je fais les deux. Mais c'est passionnant parce que le matin, quand on se lève, on s'est prévu une journée où on s'est prévu des choses. Et en fait, c'est jamais ce qu'on a prévu. Alors effectivement, il faut aimer le challenge et puis il faut aimer vivre comme ça. Il faut avoir le caractère qui va avec. C'est ça. Je crois qu'il faut avoir un certain caractère. Une certaine résilience aussi, je dirais. Une certaine résilience. Et si j'avais un conseil à donner, c'est un beau métier, c'est magnifique. Il faut essayer de garder le sourire même quand c'est compliqué.
Et Dieu sait qu'en informatique, ou dans ces métiers-là, il y a des moments compliqués. Oui, mais bon, quand on travaille avec des bons partenaires, ça avance toujours. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci Stéphanie. Merci Philippe.